Bienvenue mesdames et messieurs et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre a échangé hier avec le patronat ivoirien. Amadou Gon Coulibaly a indiqué qu'il y aura des actions concrètes en faveur du secteur privé avec le paiement de la dette intérieure estimée à 232 milliards de francs CFA. Soroba Moulé Abdoulaye, l'on s'en souvient, à 62 ans, avait fait échec au BEPC en 2016. Il avait promis de relever le défi cette année. Eh bien, c'est chose faite. Il vient de décrocher à 63 ans son BEPC. On en parle dans cette édition. De nouveaux heurts ont éclaté ce vendredi matin en marge du sommet du G20 en Hambourg en Allemagne avec des manifestants qui ont incendié des voitures de la police allemande avec des cocktails Molotov. Voilà, et commençons avec cette information. Une stèle en mémoire de l'esclavage a été inaugurée hier jeudi en présence de nombreuses personnalités avec à leur tête le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. La stèle a été dressée dans le petit village de Kanga-Nianzé, département de Tia-Salé, un lieu de souvenir mais aussi d'espoir. C'est Chkolia. La traite négrière, 400 ans de douleur et de déportation gravée dans la mémoire de l'humanité. Une sombre page de l'histoire qui a meublé pendant des siècles le quotidien des populations de Kanga-Nianzé, village du département de Tia-Salé en Côte d'Ivoire. Le village est considéré comme la dernière escale avant l'ultime voyage vers l'Amérique. C'est ici que les esclaves prenaient le dernier bain purificatoire. Le lancement du projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire, en ce lieu, constitue un symbole. C'est tout simplement un devoir de mémoire pour le président Nicéphore Soglo, un des initiateurs du projet Route de l'esclave en Afrique. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pour sa part traduit toute la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à assumer pleinement ce statut de territoire ayant servi de cadre au commerce triangulaire. En décidant de lancer à Kanga-Nianzé le projet La Route de l'esclave, l'État de Côte d'Ivoire n'a point voulu être nostalgique d'un passé triste, douloureux et déshumanisant, et laisser pour la postérité les affres et les carcans qui nous plongeraient dans l'amertume et même la révolte. Non, il s'agit au contraire pour l'État de Côte d'Ivoire de contribuer à la culture de la paix en favorisant la réflexion sur le pluralisme culturel, le dialogue interculturel et la construction de nouvelles identités et citoyenneté. Les personnalités ont ensuite dévoilé la stèle de la route de l'esclave. C'est notre histoire. Et notre histoire a des moments de tragique. Et c'est le cas de l'esclavage. 100 millions d'Africains sont partis des côtes, des terres africaines, pendant 4 à 5 siècles. L'Afrique aurait pu disparaître. Et ces moments sont des moments importants pour que nous puissions avoir le sens de la douleur et ne pas chercher à perpétuer la douleur. Ailleurs, on a érigé des portes du départ et du non-retour, mais ici, nous érigeons une stèle, mais aussi, bientôt, une porte du retour. Nous voulons ainsi permettre à nos frères et sœurs partis de revenir. Invité spécial, Liliane Thuram, afro-antillais et une dizaine de descendants d'esclaves ont reçu le pardon des villageois de Kanga-Nianzé. Pardon à ses frères qui ont été vendus à l'homme blanc avec la complicité des siens. Kanga-Nianzé, à travers sa stèle, marque le point de départ du processus de reconstitution des sites et objets qui témoignent de ce passé douloureux. Serge Kolia, nous vous proposons quelques réactions de participants lors de cette cérémonie d'inauguration de cette stèle en mémoire de l'esclavage. Nous les écoutons. Il faut essayer de décortiquer pour comprendre que lorsqu'on parle de peuple qui a mis d'autres en esclavage, c'est avant tout une minorité de gens qui étaient attirés par l'aspect financier. Et ce sont avant tout ces personnes-là qui ont construit un discours négatif sur certaines personnes. Et l'histoire de l'esclavage, pour moi, est fondamentale à comprendre lorsque vous êtes en Afrique, parce que l'histoire de l'esclavage a mis en place des schémas de domination, a structuré des façons de penser le monde, a structuré aussi les relations selon la couleur de la peau. Et effectivement,
Depuis lors, les personnes de couleur blanche, par exemple, sont éduquées à se penser supérieures. Mais il faut dire aussi que l'inverse est vrai. Très souvent, les personnes de couleur noire se pensent inférieures. Cette cérémonie est symbolique à plus d'un titre. Parce qu'on ne déporte pas innocemment 100 millions de personnes pendant 4 siècles et que sa mémoire se perde. Ce n'est pas possible. Au fond, ce qui nous a permis d'aller de l'avant, c'est de voir à quel point les Juifs rescapés des camps de la mort parlent sans arrêt de cela. Et nous, comme disait Nelson Mandela, la première chose que nous devons avoir quand on vient au pouvoir, c'est d'abord notre mémoire. Le tourisme se doit d'instituer cette mémoire et faire en sorte qu'il y ait des éléments de structuration qui se mettent en place pour valoriser cet important pan de notre histoire. Mais en valorisant ceci, c'est permettre à ce que l'économie touristique puisse trouver tout son sens. Avec tous les écrits qu'on a pu lire, nous savons qu'une grande partie des Antillais, surtout les Guadeloupéens, viennent du Cap Laou. Cap Laou, c'est à Grand Laou. Le vice-président a dit quelque chose de très important, parce que ça nous faisait beaucoup de peine, qu'on pensait que l'Africain ne reconnaissait pas qu'on était ce qui se passait. Il dit effectivement, nous avons été victimes et eux aussi, ils ont été complices. Maintenant, ça nous rassure un peu. Les activités du Premier ministre, nous vous le disions déjà dans nos titres, il a échangé hier avec le patronat ivoirien. Il a été question du secteur privé, du devenir socio-économique de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly a indiqué qu'il y aura des actions concrètes en faveur du secteur privé avec le paiement de la dette intérieure estimée à 232 milliards de francs CFA. Noël Niayo. Maison des entreprises de Côte d'Ivoire d'Abidjan Plateau. Les privés ivoiriens regroupés au sein de la CGEC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, veulent être situés sur leur place dans la politique du gouvernement ivoirien, même si des chiffres du plan national de développement le démontrent, et localement. Le programme national de développement 2016-2020 consacre une place de choix au secteur privé. Une proportion confortable certes, mais les privés veulent en savoir davantage. Ils ont choisi l'interlocuteur approprié, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Premier exercice du locataire de la primature, l'état de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire, notre pays, présente l'une des économies les plus dynamiques en Afrique et au monde. Le taux de croissance du PIB s'établit à environ 9%, en moyenne annuelle, sur la période 2012-2016. Sans faux fuyant, avec quelquefois le ton qui sied, Amadou Gon Coulibaly a donné les réponses à toutes les problématiques abordées. Morceau choisi. On ne voit que les dirigeants. Mais le problème, c'est qu'il faut aller à la racine et remettre un certain nombre de valeurs morales à notre société. Outre ces réponses, une annonce capitale a été faite portant sur le règlement de la dette intérieure. Alors, en tout cas, pour ce qui est de la dette, que ce soit celle de l'État central, la dette des établissements publics nationaux, la dette des collectivités territoriales et un certain nombre d'entreprises publiques pour lesquelles il y a des subventions de l'État, cette dette-là, la décision a été prise de les payer maintenant et le président de la République a validé un paiement de 232 milliards au niveau de la dette intérieure. Donc ces 232 milliards, l'autorisation a été donnée. De cette rencontre riche d'enseignements, les privés sont ressortis non seulement satisfaits des réponses apportées à leurs préoccupations, mais aussi convaincus de l'implication qui doit être la leur sur la route de l'émergence. La preuve de leur capacité à être conquérants, la mission en Guinée-Conakry. La CGEC, c'est 80% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire et 15 000 adhérents, issus de tous les secteurs d'activité. Un moteur pour l'émergence que le Premier ministre entend exploiter en toute connaissance de cause. Voilà, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a indiqué qu'il y aura des actions concrètes en faveur du secteur privé avec le paiement de la dette intérieure estimée à 232 milliards de francs CFA.
Un atelier sur le pilotage de l'émergence en Côte d'Ivoire s'est tenu hier jeudi à l'hôtel Novotel au Plateau. C'est une initiative du gouvernement ivoirien en collaboration avec l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Témoin pour RTI 1, Jérôme Kofish à Boulin. La Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara. Les autorités ivoiriennes qui en ont conscience ne cessent de multiplier les actions pour y parvenir. L'atelier de travail sur le pilotage de l'émergence en Côte d'Ivoire ce jeudi en est une illustration. Atelier organisé avec la collaboration de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Nous sommes ici pour travailler ensemble et pour apprendre ensemble. La méthodologie pour cet atelier d'aujourd'hui s'appelle l'apprentissage gouvernemental. L'apprentissage par les pairs, c'est vraiment la méthode de travail au cœur de l'OCDE et du centre de développement de l'OCDE. Et il s'agit vraiment de créer un espace pour pouvoir apprendre de l'expérience d'autres pays qui sont pertinents. Travaux présidés par le directeur de cabinet de la vice-présidence, Théophile Awandoli, représentant le vice-président Daniel Kablan-Duncan. À ce titre, il a rappelé les grands axes prioritaires sur lesquels le gouvernement entend mettre l'accent pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre son objectif. L'atelier a pour objet d'échanger sur les meilleures pratiques à l'international en matière de pilotage de l'émergence, de mise en œuvre de programmes de réforme et de discuter les leçons à tirer pour le suivi de ces programmes. En effet, notre pays s'est engagé, comme vous le savez, dans l'important projet de développement économique et social avec pour ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À cet égard, le gouvernement a structuré son programme autour de 5 grands axes prioritaires, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la gouvernance. Le deuxième axe, c'est la transformation structurelle pour faire de notre économie une économie pérenne, sûre, durable. Troisième point, l'amélioration des conditions de vie des populations. En quatrième point, la promotion de la jeunesse et de la femme. Et puis enfin, un élément important, un Ivoirien nouveau. L'objectif est bien sûr d'avoir une croissance forte, durable, inclusive et portée par le secteur privé, un secteur privé dynamique. La Côte d'Ivoire est un pays à économie libérale. Pour le ministre Théophile Awandoli, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de s'inspirer de l'expérience des experts venus de la Colombie et de la Malaisie, ainsi que de ceux de l'OCDE. Il est bon de le noter, la participation de l'Organisation de coopération et de développement économique à cet atelier s'inscrit dans le cadre de ses missions qu'elle mène tous les 6 mois en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofish abonnait ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Monsieur Bessin Kofish Maurice, président de la Commission des relations extérieures, informe, mesdames et messieurs, les députés membres de la dite commission que la réunion du lundi 10 juillet 2017 relative à l'examen de 3 projets de loi est reportée à une date ultérieure. Le communiqué est de l'Assemblée nationale, bien sûr. Autre titre de cette édition, Soro Bamoulesh Abdoulaye, l'on s'en souvient certainement, à 62 ans, avait fait échec au BEPC en 2016. Il avait promis relever le défi cette année. Eh bien, ces choses faites, il vient de décrocher à 63 ans son brevet d'études du premier cycle BEPC, et c'est à Ferkessé-Dougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Abdoul Kader Segodogo Guédouma, RTI Boaké. BEPC session 2016, Soro Bamoulé Abdoulaye, 62 ans, venait de faire échec et il promettait. Je souhaiterais que l'année prochaine on soit 100 ou 150 candidats pour montrer aux enfants qui a mis l'eau dans le coco. 30 juin 2017, un an après, jour de proclamation des résultats du BEPC. C'est au pas de course que Soro Bamoulé, âgé aujourd'hui de 63 ans, regagne son domicile. Comme on le dit couramment, les nouvelles sont bonnes. Joie et émotion sont au rendez-vous. Devant ma famille aujourd'hui, vous avez vu, j'ai été célébré
comme l'enfant prodigue, comme le chasseur qui va abattre l'animal qui arrive avec le gibier. Notre sexagénaire reçoit à son domicile les félicitations du premier responsable de l'éducation nationale dans le Tchologo. Ça nous honore de savoir que malgré la retraite, malgré l'âge, on peut encore apprendre et donner l'exemple à nos petits frères, à nos enfants. Soro Bamoulé a un message pour la jeunesse. Comme le disait Jimmy Cliff, you can get it if you want. Une deuxième chanson de Jimmy Cliff dit sooner or later, tôt ou tard. Et le vieux Oufou, on va couronner avec un de ses adages qui disait découragement n'est pas ivoirien. Avec ce diplôme, Soro Bamoulé souhaite à se mettre à la disposition de toute structure d'encadrement des jeunes en situation difficile pour partager son expérience. 44 ans après avoir quitté l'école, il revient et obtient son brevet d'études du premier cycle. Il fallait le faire. Allez, félicitations à vous, monsieur Soro Bamoulé Abdoulaye. Et tout à fait autre chose. À présent, 55 jeunes viennent d'être formés aux exigences bancaires. Objectif de cette formation, l'amélioration du système bancaire. Godefroy Okambawa, Delphine Blas. Ils ont été formés, ils ont appris. Pour ces jeunes dames et ces jeunes hommes, c'est la fin de 2 années d'études et de renforcement de capacités dans le domaine de la banque. Un parcours couronné ici par une remise de diplôme initiée par l'Association ivoirienne des diplômés de l'Institut technique de Banque de Paris, ITB. La clientèle que nous servons aussi est devenue de plus en plus exigeante. Et les innovations techniques, c'est au quotidien. Donc il est important qu'on renforce les capacités pour pouvoir faire face aux besoins de cette clientèle. Je pense qu'ils ont bien intégré les conseils que nous leur avons donnés sur la dynamique commerciale, sur la probité, sur le respect de notre réglementation et le niveau d'excellence qu'on attend d'eux. Issus de la 33e promotion de l'ITB, ils sont au nombre de 55, ces diplômés, tous en service dans des établissements bancaires de la place. Il s'est agi pour eux d'améliorer leur performance afin de s'adapter à l'évolution bancaire. Tout ça va me permettre d'être plus compétitif, accroître mes performances en vue de contribuer à l'évolution de l'entreprise dans laquelle je me trouve en ce moment. J'invite tous les jeunes banquiers à se former. Ça sera très intéressant dans leur évolution de carrière. Selon les acteurs du secteur, le développement d'une banque passe par la qualité du service et de ses ressources humaines. Pour atteindre cet objectif, la formation reste le seul levier qui permettra aux banquiers de faire face aux exigences de l'environnement bancaire en constante mutation. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur poursuit sa tournée dans les structures qui promeuvent la recherche scientifique. Dans cette perspective, une délégation du ministère a rendu visite au centre de naturothérapie Sinusite. Eugène Atoulé, reportage. Le centre de naturothérapie spécialisé en sinusite s'est préparé jusque dans les moindres détails pour recevoir la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais en dernière minute, le professeur Bakayo Koli Ramata s'est fait représenter par la directrice de la valorisation de la recherche et de l'innovation technologique. Guidé par Dr Bini Kwaku, premier responsable de ce centre, professeur Tahiri Annick a visité les locaux et découvert le matériel et l'équipement dont dispose la structure pour le traitement de la sinusite. Elle s'est aussi fait une idée claire de l'évolution du centre depuis sa création en 2005 à ce jour, ce qui a valu au CNS Sinusite le prix du patronat et de l'innovation en 2014. C'est une visite pour pouvoir suivre un peu l'évolution de ces activités, l'évolution dans ces innovations et voir qu'est-ce qu'ils sollicitent pour pouvoir aller encore plus loin. Et nous sommes là pour cet accompagnement et les aider à persévérer. Le centre de naturothérapie spécialisé en sinusite est un exemple de valorisation de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Les praticiens de cette structure indiquent que la prise en charge des patients commence aujourd'hui à partir de 7 ans contre 12 par le passé dans le traitement de la sinusite.
La mesure d'interdiction prise par le gouvernement ivoirien en 2013 visant à lutter contre l'utilisation et la production des sachets plastiques polluants en Côte d'Ivoire a commencé à donner des résultats. Les usines de production de ces sachets se sont reconverties. Adrienne, grâce à Kando, regardez. Yopougon, zone industrielle, c'est sous une pluie battante que les agents du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable ont effectué une visite inopinée dans cette usine de fabrication de sachets plastiques reconvertis dans la production d'ustensiles, de kits alimentaires et de sacs biodégradables. Les responsables de Multipack se mettent ainsi en règle suite au décret de 2013 interdisant les sachets plastiques polluants en Côte d'Ivoire. Le ministère a pu constater que nous sommes dans cette optique de développement durable et de reconversion du sachet plastique, et aussi nous sommes dans l'optique du recyclage parce que nous avons des unités pour le recyclage et donc nous participons à cela aussi, qui va permettre aussi de rendre la ville d'Abidjan très propre aussi avec ce genre de matériel que nous avons investi. Même constat dans cette autre usine, toujours dans la commune de Yopougon, spécialisée dans la fabrication des emballages agroalimentaires, des sacs à poubelles et des matériaux de construction. Notre reconversion aujourd'hui totale, elle se trouve dans cette structure. Alors on produit tout ce qui est tubes en PVC, les coudes, les raccords, les tubes orange, tous les matériaux de construction. Rien ne se perd dans le domaine de la plastugie. Même les déchets plastiques sont transformés à des fins utiles. On recycle tout ce qui nous vient de l'extérieur, ils sont ramassés et lavés et mettés en machine. Et ça nous donne le grain primaire qui permet comme la matière première que nous importons, ça nous permet de faire les bâches noires. Il n'y a rien qui est jeté ici, tout est transformé 100%. Des initiatives saluées et encouragées par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons souhaité mettre en avant et porter des témoignages au niveau des opérateurs économiques qui se sont impliqués, qui accompagnent la démarche du gouvernement de Côte d'Ivoire dans l'éradication des sachets plastiques, mais surtout, on espère que d'autres opérateurs emboîteront le pas. Il faut qu'on amplifie toutes ces reconversions. La lutte contre les sachets plastiques polluants en Côte d'Ivoire est en train de porter ses fruits selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Plusieurs usines, à l'image de ces deux, ont compris l'utilité et la nécessité de se conformer à la volonté du gouvernement qui consiste à protéger l'environnement et à préserver la santé des populations. Les sociétés coopératives agricoles Copagra de Gabiadji-Geloissi de Méagui se portent bien, même très bien. Elles ont commercialisé plus de 10 000 tonnes de produits. Les bénéfices ont permis de réaliser des infrastructures au bénéfice des populations. Thérèse Tapeyoboué. Agrandissement de 3 salles de classe du collège moderne Copaga de Gabiadji, inauguration du nouveau siège de la Kouassi à Méagui, distribution de 152 millions de francs CFA de primes à la qualité aux producteurs sont entre autres les actions menées par les coopératives Copaga de Gabiadji et Kouassi de Méagui en faveur des populations. Des coopératives qui se portent bien dans la région. Au cours de l'année écoulée, la Copaga, Société coopérative agricole de Gabiadji, a collecté plus de 6 000 tonnes de produits pour un chiffre d'affaires de 8,973 milliards de francs. Ce résultat est le fruit de l'effort des producteurs qui ont pris part récemment à une assemblée générale. Ils ont à cette occasion fait des propositions pour des actions futures, notamment la construction d'un magasin, d'un orphelinat, l'adduction en eau potable des zones d'activité, la création d'un centre de formation et d'alphabétisation et d'élevage. Les cités et gouvernements locaux unis d'Afrique en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a organisé l'Assemblée générale constitutive des réseaux, des directeurs des services techniques des villes et territoires d'Afrique. Les détails avec Chris Diomondé et Delphine Blas. Plus de 90 directeurs techniques de 41 pays d'Afrique et les partenaires cités et gouvernements locaux unis d'Afrique
à la première assemblée générale du réseau des directeurs des services techniques des villes et territoires d'Afrique à Abidjan. Une initiative de Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, la CGLU Afrique, en vue de renforcer leurs capacités dans le domaine de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris et l'invite qu'elle nous fait à changer de trajectoire du développement pour qu'on ne soit plus dans un développement haut carbone insoutenable, mais qu'on passe par un développement bas carbone innovatif, avec un gisement extraordinaire de possibilités d'emploi. Au cours de cette assemblée générale, Christine Adongon est élue présidente du réseau Africa Technet pour un mandat de 3 ans. Les membres choisis sont aussi engagés à contribuer aux travaux de l'Observatoire sur l'accès des populations aux services de base. Les techniciens qui ont été longtemps relégués au second plan ont enfin une place, n'est-ce pas, sur l'échiquier africain et vont de ce pas faire des propositions aux décideurs municipaux qui vont impacter dans le développement de nos cités et nos villes. Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, dont le siège se trouve au Maroc, est une organisation fêtière des collectivités locales africaines composée de 2000 villes du continent, comptant plus de 100 000 habitants. De nouveau ont éclaté ce vendredi matin en marge du sommet du G20 à Hambourg en Allemagne avec des manifestants qui ont incendié des voitures de la police allemande avec des cocktails Molotov. Emmanuela Gabriel Zani. Ils lancent des cocktails Molotov, incendient des voitures de patrouille de police dans des quartiers de Hambourg. L'objectif de ces manifestants est de perturber l'ouverture officielle du sommet des plus grands pays industrialisés et émergents du monde et de bloquer l'arrivée des délégations. Cette année, le sommet du G20 se tient à Hambourg, en Allemagne. Dans la nuit du jeudi à vendredi, des manifestants anti-G20 et les policiers se sont affrontés. Ce vendredi matin, les heurts ont de nouveau éclaté. Le bilan des affrontements de la nuit du jeudi à vendredi était de 111 blessés parmi les forces de l'ordre. 29 personnes interpellées et 15 placées en garde à vue. 20 000 policiers ont été donc déployés à Hambourg selon les autorités et plus de 100 000 manifestants sont attendus sur plusieurs jours en marge du sommet qui se tient les vendredis et samedis à Hambourg. Mais cette tension n'est pas la seule que devront contenir les autorités allemandes. Le sommet du G20 s'annonce aussi très tendu entre les dirigeants des grandes puissances. Il y aura d'un côté l'Europe, la Russie, la Chine, le Japon et de l'autre côté l'Amérique avec Donald Trump qui inquiète. En effet, le président américain n'hésite pas à déconstruire les accords mondiaux mis en place sans tenir compte des conséquences. Le sommet du G7 en Sicile, en Italie, est un exemple du désaccord profond entre les États-Unis et leurs alliés sur les questions du climat. Pourtant, ce sommet du G20 n'abordera pas seulement les questions liées à l'économie mondiale qui se porte mieux 8 ans après la crise financière. Il s'agira aussi des accords sur le climat et le commerce mondial, des accords qui promeuvent la mondialisation équilibrée à laquelle s'oppose le protectionnisme du président américain. C'est en cela que Donald Trump inquiète le monde et plus particulièrement le FMI et la Banque mondiale. Emmanuela Gabriel Zani. Du sport pour terminer chez les ressortissants de la CEDEAO ont célébré à travers le football la fraternité et la cohésion. L'événement s'est déroulé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les phases éliminatoires du tournoi de football organisé par la CEDEAO à travers le groupe des ambassadeurs et consuls se sont déroulées les 1er et 2 juillet 2017 au terrain de football du forum de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pour cette première édition, 14 équipes se sont affrontées devant un public composé d'autorités et de ressortissants des États membres de l'organisation sous-régionale. Les oppositions étaient les suivantes: Ghana-Bénin, Côte d'Ivoire-Nigeria, Guinée-Conakry-Libéria, Niger-Togo, Cap-Vert-Sierra Leone, Mali-Burkina Faso et Guinée-Bissau-Sénégal. En demi-finale, le Libéria a croisé le fer avec le Nigeria et la Guinée-Conakry s'est heurtée au bloc de la Sierra Leone. Des rencontres qui ont visiblement donné du plaisir au public présent et satisfait les organisateurs. Placé sous le parrainage du Premier ministre du gouvernement ivoirien Amadou Bon Coulibaly,
La finale va opposer le Nigeria à la Sierra Leone et se tiendra le samedi 8 juillet, toujours au terrain de football du Forum de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à partir de 14h30. Pour la 3e place, le Libéria et la Guinée-Conakry s'exerceront au jeu des tactiques pour l'emporter. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.